la vie est pas toujours rose. Et mon père est tombé malade et il est décédé juste après en revenant de Tokyo. Et là, c'était super dur. Okay. Parce que, et c'est là où je me suis dit, ok, santé mentale, c'est ça. Ouais, on y vient. Okay. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le revers de ma médaille. Alors dans ce podcast, les sportives et sportifs de haut niveau acceptent de montrer un autre côté de leur parcours, celui qu'on voit moins, les galères, les coups durs, les failles. Et aujourd'hui, je reçois Manon Anstins. Elle est multiple championne du monde, d'Europe, de France, dans un sport qu'on connaît mal, le kayak. Avec elle, on va parler de son amour pour ce sport, des sacrifices, des exigences, mais aussi ce que ça fait d'avoir un immense palmarès dans une discipline qui est peu médiatisée. Si c'est la première fois que vous tombez sur ce podcast, abonnez-vous. On est dispo sur toutes les plateformes d'écoute et également sur YouTube. Et puis, partagez autour de vous. Vraiment, ces récits, ces histoires ont besoin de prendre vie et de toucher le plus grand monde possible. Sur ce, je vous laisse vous installer confortablement. Je vous souhaite une belle écoute. Et encore une fois, bienvenue dans le revers de ma médaille. Salut Manon. Salut bienvenue Gaël. Dans le revers de ma médaille, le podcast qu'on anime avec Laurent et moi. Ça me fait très très plaisir que tu sois là et on s'en parlait. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ouais. 13 ans. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, on a été au lycée ensemble, en classe de sportifs de haut niveau. Donc ça me fait encore plus plaisir de te revoir. Comment tu vas ? Comment ça se passe pour toi actuellement ? Écoute, ça va très bien. Je pars demain sur les championnats d'Europe. Ok, t'enchaînes. Ouais. Parce que tu revenais en plus. De championnats d'Europe. Oui, alors je fais 2 disciplines différentes. C'est ça. Et donc une qui est olympique et donc à la base j'en faisais une qui n'était pas olympique. Okay. Et comme on est après les Jeux et que c'est un peu ma discipline que j'affectionne. Okay. J'affectionne l'autre aussi, mais ouais, on va dire qu'un petit retour aux sources. Wow. Et donc, je me suis sélectionnée dans les deux cette année. Et souvent, je fais ça l'année post-JO. D'accord. Même si ça fait condenser un peu de calendrier. Ouais. J'aime bien revenir, en fait, pour savoir d'où je viens, entre guillemets. Mais il y a 2 écoles, parce qu'il y en a plutôt qui essaient de breaker un peu totalement. Et puis d'enchaîner après, un peu plus tard, pendant l'Olympiade. Et puis toi... j'ai beaucoup breaké. Enfin, j'ai fait 2 mois de break. Okay. Ça me paraît beaucoup. Et après, en termes d'entraînement aussi, on a été beaucoup plus light. On a testé nouvelles choses et tout. Okay. Mais, et donc aussi, je refais des compétitions un peu de ce qu'on appelle de descente eau vive, ce qui n'est pas olympique. Et là, je me suis dit, mais en fait, ça me manque, j'aime trop ça, il faut trop que je refasse de la compète inter là-dedans. Et donc, c'est pour ça aussi qu'après, c'est à peu près aux mêmes périodes. Ça commence, nous, la saison, elle commence réellement en avril, mai. Par contre, ça s'enchaîne. Et donc, j'ai déjà fait 2 manches de Coupe du Monde sur la discipline qui est olympique, le kayak sprint. Et les championnats d'Europe, du coup, de kayak descente. Et demain, on part au championnat d'Europe. Sprint. Voilà. Wow. Quelle vie. Tu vas nous expliquer un petit peu en détail aussi, parce que moi, je me rappelle, donc ça fait très longtemps, ça fait 13 ans, du coup. Quand tu débarquais dans la classe, c'est vrai qu'on avait le foot, le basket, le volley, et le kayak, du coup, avec toi. Ouais. Et on était assez intrigués, tu vois, le kayak, sport de haut niveau, comment ça fonctionne, comment ça marche. Quelles sont un peu toutes les problématiques que vous avez aussi dans ce sport. Le kayak, sport olympique. C'est ça qui est assez dingue. Ça va avec Tony Estanguet, ouais. Mais je ne fais pas la discipline de Tony Estanguet. Ouais. C'est vraiment un sport confidentiel. Ouais. C'est un sport confidentiel, on n'est pas professionnel. Donc là, on est obligé d'avoir d'autres statuts, on va dire, à côté. Nous, on a la chance, en fait... j'ai eu la chance d'avoir été vite mis en relation, la fédération de canoë-kayak est en relation avec des systèmes que l'État met en place, dont les armées. Okay. Et donc, je suis rentrée au bataillon de Joinville et donc dans l'armée de champions. D'accord. Donc ça m'a pas mal aidé. Ok, trop cool. Sur ce côté un peu professionnel. Mais sinon, dans le kayak, il y a au moins 15 disciplines différentes. C'est énorme. Donc, il y en a pour tous les goûts et c'est ça qui est super chouette. Mais je m'en suis rendu compte pendant les JO parce qu'en fait, à chaque fois, tu avais... une discipline, K1, K2, K3, et c'est vrai que quand t'es néophyte, on va dire, il y a une 15aine de disciplines différentes, et dans les disciplines,
T'as plusieurs distances, Ok. t'as plusieurs embarcations, donc c'est encore plus complexe. Il y a vraiment des sous-catégories. Donc, celles qui sont aux Jeux Olympiques, t'as le slalom, ce que Tony Estanguet fait. Il y a la nouvelle qui vient d'arriver, le kayak cross, Ok. où ils sont à 4, et ils partent sur la rampe là, et puis après Ah ils oui, se battent. Et... c'est hyper spectaculaire. Ouais, et voilà, tout, exactement. ouais. Donc ça, elle est arrivée à Paris, donc le kayak cross. Et sinon, il y a l'ancestral, on va dire, la première discipline qui allait au jeu dans le canoë-kayak, c'est le kayak sprint. Ça ressemble à l'aviron. Ouais. On est sur 8 lignes d'eau en confrontation directe avec un système de série, demi-finale. Et le premier qui passe la ligne, en fait, il est sélectionné pour la suite, comme en natation ou en athlée. Mais c'est sur le même plan d'eau que l'aviron. Ok, d'accord. Voilà. T'as un immense palmarès. Je vais vite fait te présenter pour ceux qui connaissent pas et qui te remettent pas vraiment. Alors déjà, tu as 31 ans, tu es né à Roubaix, ça je savais pas, je l'ai découvert. Donc rien à voir avec le Périgord où tu as passé ton enfance. Mes 7 premières années, c'était à Roubaix et après j'ai fait tout le reste dans le Périgord. Ok. Et le sud-ouest, parce que quand même Toulouse, je suis allée un peu. C'est ça. Tu as été championne du monde du coup à plusieurs reprises en individuel et en équipe. Sur la descente de rivière, ouais. C'est ça, parce qu'après tu as changé pour aller faire les Jeux. Exactement. Ouais. Championne d'Europe également. Ouais. Et multiple championne de France. Enfin, j'ai vu un chiffre, c'est une vingtaine de fois championne de France, c'est ça en tout ? Peut-être, je compte pas. Ah, incroyable. Mais c'est ça, quand on fait plusieurs disciplines, en fait, et puis il y a les différentes distances. Donc, c'est sûr que sur une année, je peux être 5 fois championne de France. Donc, ça peut vite chiffrer, entre guillemets. Même si ça fait des saisons très chargées, par moment, il faut faire des choix, quoi. Parce qu'il est quand même énorme. Et puis, tu as aussi 3 participations du coup au JO. Ouais. Tu as commencé à Rio et Tokyo, et puis Paris l'été dernier. Je m'arrête là parce qu'il y a aussi des médailles d'argent, des médailles de bronze. Donc, moi, ce que je veux savoir un peu, c'est comment ton histoire d'amour avec le kayak a commencé. Est-ce que tu te rappelles déjà la première fois où tu es monté dedans ce que tu as ressenti, ce que ça t'a fait, c'est trop loin ou est-ce que tu... Non, ça je m'en souviens vraiment parce qu'en plus c'était... on venait de déménager, donc c'est vraiment un moment un peu marquant, on va dire, quand on est enfant. Ouais. Donc, comme tu as dit, je suis née à Roubaix. Et pour des raisons professionnelles, mes parents sont allés dans le Périgord. Okay. Et mon frère, en 2000, il a vu Tony Estanguet gagner. Donc là, on était encore dans le Nord. Et il avait dit à mes parents... Wow, c'est ça que je veux faire. Okay. Il leur avait dit, là, il n'y a pas de kayak, tu fais déjà d'autres sports, on verra. On a déménagé, il était un peu tristouné, il avait perdu ses copains et là où les clubs où il faisait du sport. Et en fait, on lui a dit, mais là-bas, il y aura du kayak. Il a dit, ok, je peux déménager. Sauf qu'on faisait pas mal de sports ensemble. Et donc, après le déménagement, ils ont trouvé le club de kayak à Castelnau-à-Chapelle, au fin fond du Périgord, avec au pied du château. Vraiment magnifique. Et il voulait pas y aller tout seul parce qu'il est un peu timide. C'est mon grand frère, cependant. Okay. Mais on faisait tout le temps un peu tout ensemble et ils m'ont proposé d'y aller. Et en fait, j'ai dit non. Je voyais pas ce que c'était le kayak. Ça m'intéressait pas. J'étais n'importe quoi. Ouais. Ils ont fait aller pour lui faire plaisir, s'il te plaît. Et donc, j'y suis allée plus pour l'accompagner. Et c'était juste la séance d'essai. Ouais. Et en fait, je suis arrivée dans ce cadre quand tu viens de Roubaix, en fait. Et ça change. Et je suis au milieu de la campagne périgourdaine, au pied d'un château. Il y avait le pont, de la verdure partout au mois de septembre. Je me suis assise dans le kayak, j'ai pris la pagaie, je me suis dit, waouh, c'est génial. Ok, coup de foudre direct. Ouais, carrément. Mais surtout qu'en plus, cette première séance, il nous a un peu emmenés dans des recoins de la rivière où il y avait des sources d'eau qui remontaient des nappes phréatiques. Vraiment, je me suis dit, waouh, c'est l'aventure, c'est trop bien, quoi. Et quelques semaines après, mon frère a dit, c'est bon, j'ai des copains, tu peux arrêter. J'ai dit, c'est mort, là, je reste. Donc voilà, c'est vraiment là-dessus que ça a commencé. Et ce qui était plutôt bien, c'est que j'ai toujours été très compétitrice, que ce soit même à l'école, je voulais tout le temps être la première, ou dans tous les sports que j'entreprenais. Mais en fait, là, cette base de canoë-kayak faisait peu de compétition. Donc je faisais pas du kayak pour la compétition. À la base, c'était vraiment découvrir les rivières, partir à l'aventure. Et en fait, de fil en aiguille, je m'épanouissais en compétition à côté. Et en fait, après, la politique du club a un peu changé. Il y a eu un nouveau BE. J'ai commencé à faire des compétitions. Après, j'étais, on va dire, détectée. Ouais. Et on m'a dit, mais là, il y a
regroupements départementaux, régionaux, interrégions. Et ils m'ont dit, là, il y a des pôles, il faut faire des tests, ça t'intéresse? Je fais, oui. Ouais. Et banco, quoi. Donc, c'est monté vraiment progressivement. Ouais, exactement. Tu savais déjà à cette époque-là que le kayak, tu pouvais en faire vraiment à très haut niveau ou... Non, c'est juste... Non, c'est vraiment... je me dis, mais il y a des compètes en kayak déjà. Il y a des compètes départementales, ok, régionales, d'accord, ok. Tu t'es laissé totalement Exactement, guider, et puis même quand on est minime, là, au début du collège, et on m'a dit, mais là, il y a des championnats de France minimes par équipe. J'ai fait, ouais, trop bien. Mais ça existe pour les grands aussi, vraiment. Alors que mon frère avait vu quand même les jeux. Et donc, moi, j'étais vraiment dans juste faire du kayak, faire mon activité. Et puis, tout ce qui était esprit de compétition, je le faisais à côté. Au collège, j'étais inscrite à tous les UNSS possibles. Je faisais. Et ton frère continue d'en faire aussi de ce côté? Ouais, on s'est retrouvés tous les deux en pôle espoir. À Pau et puis après en Pôle France à Toulouse. Ok, du coup, un vrai coup de cœur pour ce sport. Ouais. Tu parlais du Pôle Espoir, tu pars à Pau, du coup, puis ensuite Toulouse, là où on se rencontre. T'as quel âge quand tu pars à Pau? C'est le lycée, en seconde. Donc 15 ans, 14, 15 ans. Ouais, c'est ça. Okay. Et ça a été une grande discussion pour mes parents, parce qu'en fait, Pau, le Périgord, c'était 4-5 heures de train. Okay. Donc, ils ne pouvaient pas venir. Il y avait pas... C'était un internat où on ne rentrait pas tous les week-ends. D'accord. Et on pouvait aussi... Ça s'appelait le Prytanée sportif. Et on pouvait rester le week-end et pendant les vacances scolaires. Okay. Et donc, nous, on ne rentrait pas souvent. Et c'est parce qu'il y avait mon frère qu'ils ont dit sinon, on ne te laisse pas y aller. Quoi. Okay. Puis, tu apprends à faire tes machines à laver. Là, faut y aller. C'est un peu la vie d'adulte déjà. Puis en plus, couplé... de l'exigence à fond, des entraînements, un rythme assez élevé. Tu parlais de ta famille, ça a été dur pour toi déjà d'être loin d'eux ou en fait ça a été j'avais mon frère avec moi, donc ça allait, mais il est resté qu'1 an. Après, lui, il était passé senior U23, donc il était parti à Toulouse. Okay. Donc déjà pour la première année, avoir ses repères... c'est cool. Ouais, c'est cool. Et puis je pouvais descendre à l'étage des garçons en disant non, mais c'est mon frère, il a la carte bleue, hop, discrètement, les filles ne disaient rien. Non, mais je pense c'est heureusement qu'il a été là parce que ça aurait été un peu plus compliqué d'être loin. Je suis très famille en plus, donc ça allait. Et puis 2 ans après, je l'ai rejoint à Toulouse. C'est ça. Et là aussi, ça a été une grande question parce que normalement le pôle France arrive après 18 ans, mais j'ai fait ma terminale du coup à Toulouse parce que j'étais prise 1 an plus tôt. D'accord, ouais. Et donc là, tu passes le bac alors que tu as une vie étudiante parce que tu as ton appart, tu es en coloc avec ton frère et un autre gars, tu fais tes courses, c'est toi qui cuisines. Au Prytanée, l'internat, je ne faisais pas à manger. Je faisais mes machines. Là, direct mais dans là, la vie, exactement. Dans la vie d'adulte. Ouais. C'est un saut que tu as plutôt bien vécu finalement Ouais, parce que j'ai l'impression aussi, au Pôle France, il y avait énormément de bienveillance. C'était un peu la grande famille du canoë-kayak. Et puis, il y a eu mon frère et j'avais aussi des copines avec qui on était en équipe. Donc, j'étais dans un écosystème qui me permettait, en fait, de m'y épanouir. Oui, ça va. T'as forcément eu des potes qui ont eu une vie d'ado assez classique, assez normale, dans le Périgord, peut-être. Ouais. Tu les enviais d'avoir, de vivre un petit peu leur vie classique pendant que toi, tu t'entraînais matin, pas midi, parce que midi, on allait en cours, mais le soir aussi. Ouais. Est-ce que ça a été assez dur ou en fait, tu étais tellement dans le truc? Je pense à cette période, j'étais tellement dans mon truc et puis j'étais dans des classes sportives. Donc, en fait, en gros, on avait chacun, on va dire, on avait un peu la tête dans le guidon dans nos sports respectifs. En fait, j'avais tellement ce côté... en fait, mes copains, ils sont dans le kayak. C'est bien d'avoir des copains en cours pour aller assis quand tu les loupes. Et parce que quand même, les 4 heures de cours par moment, t'as envie de dire, je suis un peu long. Quand est-ce qu'on retourne faire du sport ou on est vraiment au moment de la sieste, donc ça passe. Donc, non, c'est plutôt après, je pense... sur le post-bac, où je me suis rendu compte plus de ça. Ouais, du décalage. Ouais, parce qu'en fait, comme j'étais dans des classes sportives, ça allait, on était un peu tous dans le même délire, on va dire. C'est ça. Et par contre, je suis rentrée en école de kiné, derrière. Et là, tu fais pas toutes les intés, surtout au début, je sais pas comment ils faisaient. C'était l'intégration de haut niveau, on va dire. Et en fait, j'en faisais une
voire 2 dans l'année, quoi. Ouais. Et après, voilà, Là où ils en font quasiment. Pendant les 3 premiers mois, oui, je pense 2 fois par semaine, Ouais. ils étaient en soirée, quoi. Ouais. Donc Plus un peu tous les week-ends. Ouais, un peu de frustration, peut-être un peu. Ouais, vraiment. Enfin, où là, tu te sens en décalage et tu te dis, est-ce que je suis pas en train de passer à côté de quelque chose? Puis après, tu vas en compète, t'as des gros stages et tu te dis, ça va, c'est quand même chouette. Enfin, je me suis pas encore dit, je fais des sacrifices. Ouais. C'était plutôt, non, je décide que ma vie, ce soit comme ça. C'était des choix de vie. Oui, c'est assumé. Et ouais, exactement. Exactement. Ce qui était un peu plus dur, c'est aussi devoir jongler entre tout ça, l'équilibre des études, du sport, des copains et de la famille. Bon, j'avais envie de rajouter des semaines dans les mois, quoi. C'est ça, il n'y a pas assez de jours Parce que là, concrètement, c'est quoi ton quotidien à ce moment-là quand tu commences tes études de kiné? Tu t'entraînes quand? T'as cours quand? C'est quoi ta journée type un peu? Ça dépendait des modules, mais en gros, moi, j'ai eu des aménagements. Je suis rentrée déjà en kiné grâce à la Déroc Kiné, du sportif de haut niveau. Et après, j'avais le droit à des aménagements. Quand on était en stage, j'arrivais à commencer à 10h et à partir à 17h, ce qui me permettait de m'entraîner avant et le soir et par moment entre midi et 2. Je choisissais mes stages en milieu hospitalier. Il y avait des horaires plus condensés, on va dire, que sur le libéral. Ça, c'est bien. Donc ça va. Et puis, mais par contre, les heures de stage que je faisais en moins, j'en faisais quand même 3 à 4 en moins par jour. Et en fait, ça me permettait de refaire un stage pendant les grandes vacances scolaires ou les choses comme ça, pour compenser, parce qu'on a des horaires à respecter. Et moi, au final, je me suis dit, ça me fera un lieu de stage en plus, ça sera pas mal. Et t'étais pas trop en retard par rapport au cursus? En fait, si, parce qu'il passait par médecine. Je peux te dire que la première année, j'ai tout eu au rattrapage. Et au fur et à mesure des années, vraiment, ça allait. J'allais de moins en moins au rattrapage. Et par contre, en pratique, il me disait surtout, tu t'organises comme tu veux pour récupérer les cours magistraux. Mais par contre, tout ce qui est TP, cours de pratique, fallait être là. Donc, finalement, ça m'allégeait quand même pas mal la semaine. Et j'essayais de faire 2 à 3 entraînements par jour. Donc, c'était le matin, entre midi et 2 et le soir. Et surtout, si j'avais eu des grosses semaines de cours, on va dire, en fait, le week-end, on charge, quoi. Mais parce qu'à cette époque-là, j'aimais bien tout compter, valider, il fallait le faire. Quand on est jeune, on est très se mettre sur la planif, faut tout faire, faut même en rajouter. Et c'est les années où je me suis je me suis pas souvent blessée, mais où j'ai été le plus souvent malade ou blessée. Forcément, tu fais vivre à ton corps des trucs assez dingues. Vous étiez beaucoup dans ce rythme-là Non, il y avait qu'une place à Toulouse et donc j'étais la seule sportive. Enfin, du coup, 3 parce qu'il y avait 3 kiné 1, kiné 3. Et donc t'as eu ton j'étais diplôme, dans la première. J'ai dédoublé la dernière année parce que c'était l'année des JO. Donc je me suis dit, et pour avoir le temps de faire le mémoire, et ça allait être short sur les heures de stage, donc j'ai pu dédoubler la dernière année. C'est quand même incroyable. Et pourquoi j'ai pas dédoublé plus tôt? C'est parce que quand même, ceux qui payaient le loyer et les cours, c'était mes parents, et on est 3 dans la famille, parce que j'ai aussi une petite sœur. Et donc, ils se sont dit, OK, Manon, on peut te payer jusqu'à telle année. Il y a une date limite. Exactement. Après, il va falloir trouver un peu d'autres sources de financement, des choses comme ça. Et donc, je m'étais dit, OK, les études, ça sera ça. Et puis après, au pire, je travaillerai, j'aurai mon diplôme. C'est assez fou. Et en même temps, c'est vrai que les gens ne se rendent pas forcément compte de comment tu arrives à faire coïncider les études plus le sport, qui est déjà un rythme qui est plus assez dingue. Tous les stages qu'on a, plus les compétitions. Les sélections, les compétitions à l'étranger. Bref, une vie de dingue. Ce que je trouve un peu fou, c'est que là, rien qu'en parlant avec toi, on capte très vite qu'il y a beaucoup d'années de travail, d'exigences, de sacrifices aussi un peu. Tu fais aujourd'hui partie des meilleurs. Tu es une référence dans ta discipline, dans ton sport. Et pourtant, si on sort et on se demande dans la rue qui est Manon Ostens, il y a peut-être peu de gens qui savent. Est-ce que justement, le fait d'être une championne dans ce sport,
mais qui n'est pas forcément médiatisé et où on ne gagne pas non plus énormément d'argent par rapport à d'autres sports. C'est quelque chose que tu vis comment? Est-ce que c'est un peu injuste? Ça te fait un truc ou pas du tout? Moi, je suis contente quand je vois Léon Marchand qui peut pas faire 3 pas dans la rue. Ouais. Je me dis, moi, ça va, j'ai de la liberté. Ouais. Je fais pas ça pour avoir de la reconnaissance de ce côté-là. Donc, je pense que j'aurais choisi un autre sport si c'est ce que je voulais. Non, c'est sûr que c'est dur souvent d'aller chercher pour trouver des sponsors, des partenaires. Ils disent, mais c'est quoi ce sport? Avec les piquets, non, pas en eau vive. Genre sur le plat, mais vous êtes plusieurs, oui, on peut être à 2 ou à 4 ou tout seul. Ah, ok, d'accord. Mais c'est quoi ton truc? T'es sûr que c'est au jeu? Donc, et puis il y a de quoi s'y perdre, vraiment. Mais j'ai eu la chance, moi, d'être dans un département, la Dordogne, où il y a peu de sport, enfin, qui est assez rural. C'est plutôt la gastronomie et la culture. Et même si c'est un endroit magnifique pour faire du sport. Et sauf que, il y avait peu de sportifs, donc il y a toute une structure, une cellule qui avait été mise en place. Et donc, j'ai pu, en fait, bénéficier de ça, donc, localement, donc de pas mal d'aides et de sponsors locaux. Ouais. Plus le côté, on est une fédération qui se bouge bien sur le suivi socio-professionnel. C'est cool. Donc là, j'ai pu vite rentrer, soit avoir un pack de performance, et quand je l'ai plus eu, je suis rentrée dans le bataillon de Joinville, à l'armée. Donc là, ce qui est bien, c'est que j'ai un statut aujourd'hui grâce à l'armée. Je suis militaire. Donc rien que pour aller faire des prêts à la banque, des choses comme ça. Parce qu'imagine à 31 ans, et en fait, on te dit maintenant, ta situation est trop précaire, tu peux pas investir, tu peux rien faire. Donc aujourd'hui, moi, je suis contente parce que je peux en vivre pleinement de mon sport. Et on n'est pas beaucoup de kayakistes à pouvoir le faire. Donc moi, je me trouve plutôt chanceuse, en fait, par rapport à tous les autres kayakistes que je peux côtoyer qui galèrent à joindre les deux bouts, mais qui sont passionnés. Et je me suis pas sentie délaissée. Je pense que j'ai eu la chance de faire rapidement des résultats et du coup, vite rentrer dans un engrenage qui me permet d'être vraiment là-dedans. Et la reconnaissance que j'en ai un peu dans le département. Donc, on va dire que je compense là-dessus, mais je me suis jamais projetée en disant je vais être une star dans mon sport. C'est juste que je me dis, tu vois, je sors un tel palmarès pour un footballeur, un tennisman, un basketteur. En fait, le mec sort pas dans la rue ou la meuf, c'est pareil, tu vois. Mais comment l'armée, t'as détecté, parce que c'est un peu ça qui s'est passé, ou c'est toi qui... C'est avec... en fait, c'est les fédérations qui sont en relation avec... maintenant, c'est l'Agence nationale du sport. À l'époque, c'était le ministère des Sports. Et en fait, et l'armée souhaitait en fait avoir des athlètes qui rentrent au bataillon de Joinville. Donc, ils sont passés par le ministère, ou l'ANS maintenant, et la Fédé et l'ANS, et donc ils regroupent les deux, et ils permettent de mettre en lien... et en relation plutôt, soit des entreprises via aussi la Fondation du sport qui dépend aussi de l'ANS, l'Agence nationale du sport. Et donc des entreprises qui veulent avoir des teams athlètes ou des choses comme ça. Ou là, dans ce cas-là, il y a aussi la police nationale qui fait une team d'athlètes. Il y a le bataillon de Joinville avec les militaires. Et donc ces personnes-là, enfin ces structures-là, vont voir l'ANS et l'ANS a une liste donc des fédérations. Et comment t'es choisi? Comment t'es sélectionné? C'est listé déjà. Et après, sur cette liste, il la propose aux militaires. Et donc, quand on sait qu'on est sur cette liste, on fait une lettre de motivation. Ils regardent ton palmarès. Un peu aussi, faut que la Fédé appuie en disant oui, c'est un jeune prometteur ou non, elle est trop vieille. Voilà, en gros. Et donc, on passe en commission militaire et là, ils choisissent les différents corps d'armée. Je sais pas plus de détails, mais en gros, c'est l'armée qui décide quels athlètes ils prennent. D'accord. Donc, on est d'accord, ils en prennent pas 10 000, donc les places sont quand même assez chères. Surtout, ils ont ouvert pour les Jeux de Paris parce qu'ils avaient vraiment pour ambition de soutenir le plus d'athlètes parce que c'était les Jeux en France. Cool. Mais là, surtout avec le contexte actuel, ils veulent vraiment réduire un peu les équipes. D'accord. Et donc, du coup, là, ça a été, je pense,
Après, il y a eu beaucoup de retraités après Paris. Donc, l'un dans l'autre, ils se retrouvent. Mais ouais, les places sont chères. Moi, j'ai des contrats de 1 an. Ah, d'accord. Il y en a, ils ont des contrats de 4 ans. Ça reste des contrats militaires. Et donc, il y a les renouvelables. Oui, exactement. Et comment tu peux te retrouver, du coup, sans contrat comment ça se passe? Est-ce qu'ils estiment que tes résultats sont plus bons? Enfin, comment ça se passe? Je sais pas, ça m'est pas encore arrivé. Attends, je rigole. Là, ils font un bilan avec toi. Mais déjà, ils sont très à cheval. Si tu as aussi un peu une culture militaire. C'est-à-dire que vraiment, tu es militaire, tu représentes les instituts, l'État et les instituts militaires. Donc, il faut quand même rester un peu dans les clous. Il faut aussi pouvoir... on a des heures à faire, mais c'est plutôt des stages militaires, d'acculturation militaire, pour qu'on devienne de vrais militaires, parce qu'on est détaché à 100%. Mais quand même, on reste militaire, donc il faut être formé un peu à tout ça. Et aussi, ce qu'ils ont bien aimé faire, c'est chaque athlète est parrain ou marraine d'un régiment. Ah, ok. Et toi, t'es marraine d'un régiment? Oui. Ok. À Pau, du 4e régiment des forces spéciales hélicoptères à Pau. Ça consiste en quoi, du coup? On a un rapport privilégié avec eux, on va les voir en base. Moi, souvent, je fais ils ont un devoir de rester en forme, sur les militaires. Donc, je fais pas mal de parcours un peu sportifs avec eux. Et puis, vraiment, on est au plus proche. Et puis, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'ils ont les mêmes techniques, on va dire, pour rester hyper concentrés, parce que vraiment, c'est leur vie ou la vie des camarades qui sont en jeu. Donc, il faut qu'ils soient vraiment à 100%. Et en fait, on peut retrouver un peu les mêmes techniques que nous, on a dans l'optimisation de la performance pour donner le meilleur de nous-mêmes. C'est des mondes assez liés, quoi. Exactement. Et donc, c'est hyper intéressant et enrichissant, autant pour eux que pour nous. Et donc, voilà. On leur sert aussi de vitrine plus globale aussi, parce qu'on est entre les militaires et les citoyens, on va dire, parce qu'on n'a pas vraiment toute la formation militaire, même si on l'est de plus en plus. Exactement. Et à côté de ça aussi, on a un rapport un peu privilégié aussi avec d'autres, les gens du régiment ou des choses comme ça. C'est cool. Donc, c'est vrai qu'humainement, tu gagnes beaucoup à côtoyer ce monde-là. Ouais, carrément. T'as une rémunération, du coup, tu disais? Oui, j'ai une solde militaire. Qui te permet de vivre de ça. Exactement. Ou d'emprunter à la banque. Ouais, c'est ce qui est cool. C'est combien exactement? Tu peux le dire ou c'est mystère? Non, moi, ma solde, je suis sergent aujourd'hui. Ok. Donc, c'est 1400 par mois. D'accord. Plus les sponsors. Et du coup, t'as aussi on te propose quelque chose pour la reconversion, c'est ça? Vous êtes aidé par rapport à ça? Moi, je suis kiné. J'ai voulu être kiné avant de savoir que j'étais sportive de haut niveau, donc je sais que je serai là-dedans. Ouais, exactement. D'accord. Et en tant que militaire, il y a des aides. On est sujet aux mêmes aides et accompagnements qu'un militaire. Ok. Donc c'est bien. Il y a quand même des choses qui sont aides à la formation, des choses comme ça. Ouais. Franchement, c'est pour un sport amateur comme le nôtre, c'est vraiment une décharge. Ouais. Par rapport à la victoire, tu as gagné pas mal de choses dans ta carrière déjà, et t'as pas fini. Mais c'est le côté pression de la victoire, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Est-ce que toi, tu arrives à savourer chaque fois que tu arrives à accomplir quelque chose, ou en fait, tu es tellement dans un tunnel, t'enchaînes, que c'est difficile pour toi de vraiment apprécier le moment en lui-même? Non, je pense que j'ai mis, même si sur le papier on a l'impression que j'ai beaucoup gagné, j'ai l'impression d'avoir mis du temps avant de gagner. J'ai souvent fait 2 ou 3 avant d'être championne du monde, surtout en individuel. Et le jour où je l'ai été, vraiment, je l'ai savouré. La première? Ouais, la première, je l'ai vraiment savouré. Je me suis dit, c'est bon, j'ai enfin atteint mon rêve, l'un de mes rêves, mes objectifs. Et donc, je pense que t'es un peu sur ton nuage de souvenirs pendant une semaine ou 2. Puis après, tu te dis, je fais quoi maintenant? Et en fait, très vite,
tu te fixes d'autres objectifs, j'arrive plus à parler, d'autres objectifs et d'autres rêves, d'autres ambitions. Et en fait, c'est comme ça en fait que ça se construit. Et tant que je l'ai pas, je suis un peu frustrée. Donc j'y vais. Et c'est comme ça que j'ai d'abord été championne du monde classique. Et c'est aussi pour ça que je pense que je rêvais de Jeux Olympiques et que j'ai changé de discipline. D'accord. Donc c'est parce que je savoure sur le coup, mais très vite aussi, on a envie d'un peu de plus. Et à la course en ligne, je suis beaucoup moins montée sur la boîte qu'à la descente. Et par contre, ça m'a fait réaliser que de savourer aussi toutes les petites victoires, parce qu'au bout d'un moment, tu dis, ça fait un moment, c'est dur. Et là, maintenant, je sais que quand je suis revenue à la descente, rien qu'il y a 2 semaines et que j'ai fait championne d'Europe, je l'ai savouré, quoi. Même si j'avais déjà été championne du monde avant. Donc, c'était assez incroyable. Et à contrario, le rapport à l'échec, il est... Enfin, tu le vis, tu te rappelles l'avoir peut-être mal vécu à certains moments. Ouais. Surtout que tu n'es pas forcément préparé. Je trouve qu'on te forme à gagner, à être le meilleur un peu partout. Mais perdre, et pourtant c'est le quotidien de tous les sportifs et sportives, c'est beaucoup plus compliqué. Toi, comment tu as pu gérer ça ? Alors, la première petite anecdote, c'est mes parents en maternelle, ils ont été convoqués par l'institutrice. Ils ont dit, votre fille ne supporte pas perdre, il faut lui apprendre l'échec. Ah ouais. Donc je pense, vraiment, je piquais des crises quand j'étais petite parce que je voulais à tout prix gagner. Et donc mon frère et mon père se sont attelés aux jeux de société, à tricher pour que je perde et pour que je comprenne que quand même il y avait plus grave dans la vie. Ouais. Donc après en compétition, ça met un peu plus de temps. C'est peut-être pour ça que j'ai mis du temps à gagner. C'est que parce que mon premier titre, ça a été en 2016, individuel. Et donc j'avais commencé la compétition même quand j'étais cadette, donc on va dire en 2010. Donc ça fait quand même 6 ans où je suis pas loin de la médaille d'or. Soit l'argent, mais j'y étais pas. Donc vraiment, j'ai dû apprendre à être dans l'instant présent et pas dans ce que ça allait m'amener, quoi. Est-ce que ça va m'amener une victoire? Est-ce que je vais y arriver? Punaise, c'est maintenant, je sais que j'ai tout optimisé. Ouais. Et en fait, non, t'as plus la niaque parce que tu te reposes un peu sur ce que tu fais. Ou après, tu me dis, punaise, c'est hyper stressant, faut pas que je me rate, faut vraiment pas que je me rate. Et en fait, tu dis, non. Et donc, j'ai l'impression d'avoir essuyé quand même beaucoup, entre guillemets, d'échecs, de leçons de vie finalement. Ouais, et je me suis construite, ça faisait mal, mais sur le coup je me dis mais en fait sans ça j'aurais peut-être pas pu avoir cette lucidité que j'ai maintenant parce que j'ai pas réussi à l'avoir différemment. Après j'ai commencé la prépa mentale assez tard finalement. J'allais te demander est-ce que tu étais accompagnée justement par rapport à ça. Maintenant ouais. Mais pas dans le début de ma carrière, vraiment. Tu étais seule, en fait, au début. Ouais, j'avais l'impression que j'avais quand même les entraîneurs qui m'accompagnaient bien. Ce qui était bien, c'était celui qui m'accompagnait au quotidien. Il pouvait aussi m'accompagner sur les échéances internationales, ce qui n'est pas toujours le cas, parce qu'on s'entraîne dans des pôles, dans des structures. Mais après, les entraîneurs nationaux, ils sont dans d'autres structures. Ouais. Là, par exemple, en ce moment, ils sont à Paris, à Vers-sur-Marne. Et moi, je m'entraîne à Toulouse, donc je ne vais pas les voir qu'en stage ou des choses comme ça. Ouais, c'est différent. Donc, il faut aussi apprendre à collaborer avec eux. Et donc, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à me dire, là, il faut que je fasse de la prépa mentale parce que je parle beaucoup, mais tout ce qui est compète, je suis un peu fermée. C'est mon truc. Oui. Et c'est là où je me suis dit, mais pourquoi ils ne me comprennent pas? On ne se comprend pas, il faut faire un truc, quoi. Et donc, c'est un peu là-dessus que j'ai commencé à faire de la prépa mentale. Et après, je pense, on va dire les premiers préparateurs mentaux que j'ai eus, c'est ma famille, quoi. Ok. Mais c'est trop bien déjà d'avoir mais des gens à qui parler. Sans savoir, mais c'est vraiment quand j'ai du recul. En fait, ma mère, ce qui était bien, c'est pas du tout compète. Ouais. Donc elle y connaissait rien. Elle disait non, mais fais-toi plaisir. Détaché, mais c'est peu importe, si tu gagnes, si tu perds, on t'aimera. Et là, déjà, en fait, juste même si moi, dans ma tête, je me disais mais en fait, j'ai envie de gagner parce que mon rapport à moi, ça me donne confiance en moi, ça me fait avancer. Et ok, c'est ta source de motivation, vas-y. Et en fait, juste le savoir qu'à côté, peu importe ce que tu feras, tu seras toujours aimé. Ouais. En fait, ça m'a aussi permis de me détacher.
Mon père, lui, il comprenait un peu plus la compète. Ça a été mon premier supporter. Et lui, il m'encourageait. Genre, il savait, genre, là, Manon, t'es un peu chier dans la colle. Il hésitait pas à me le dire. Je disais, ouais, c'est vrai, ça me frustrait, mais je savais qu'il avait raison. C'est bien, t'avais les deux, du coup. Ouais, c'était un équilibre qui était assez incroyable. Et bah, du coup, je pense que ça m'a vraiment forgé ce caractère de compétitrice. Et après, bah, il y a eu d'autres événements, donc j'ai dû aussi faire plus de prépa mentale là-dessus. Et puis là-dessus. après, j'imagine c'est l'expérience aussi qui t'aide à... Ouais. C'est assez limite, si je connaissais pas tout non plus. Exactement. Et puis là, je sais pas, j'imagine peut-être tu le gères, tu le vis peut-être beaucoup mieux maintenant qu'il y a 10 ans ou quoi que ce soit. Le stress ou la prépa mentale? Le stress, l'échec ou même des situations que tu n'avais pas forcément imaginées. Oui. Après, moi... il y en a beaucoup qui m'ont demandé si Paris, c'était pas un échec. Parce que quand on regarde les résultats purs, c'est peut-être les moins bons. Mais en fait, quand on regarde les écarts avec les premières, en fait, en demi-finale, on s'est retrouvés avec les 3 bateaux. C'est 3 qui passaient. C'est 4 qui passaient. Et sur les 3 bateaux qui sont passés sur 4, ils sont les 3 sur le podium. Okay. Et le 4e, qui était devant, qui s'intercalait, en fait, c'est complètement foiré en finale et finit dernier. Mais donc, en fait, je pense qu'on n'a jamais été aussi proche d'un podium olympique, mais aussi loin à la fois. Et effectivement, tu vois le résultat et tu vois pas de médaille. Et en fait, c'est aussi ça que m'a appris Paris. C'est qu'on est vraiment focus sur le résultat parce que c'est ça qu'on va chercher, sur la performance. Après, on regarde les détails, on a des boîtiers GPS sur les bateaux qui nous permettent de voir l'accélération par coup, le pic de vitesse, les cadences. Tout est vraiment hyper scientifique, enfin, de manière scientifique. Voilà, on arrive à avoir des données et on regarde tous ces détails-là. Et en fait, on voit quand même qu'on n'a jamais été aussi forte avec ma coéquipière. Mais par contre, un résultat, on est loin. Et puis après, sur la demi-finale, enfin sur la finale B, parce qu'on joue aussi les courses, les places entre la 8e et la 16e place. Ouais. Donc, on avait du mal à se remotiver 2 heures après. Donc, c'était un peu dur. Mais bon, en tout cas, voilà, on fait 13e. Et par contre, à Paris, le public était tellement content de voir des Français courir des compétitions. Ils étaient là et vraiment, je me souviens, on était dégoûtés de notre course. On allait un peu dans la fan zone qui était à côté du bassin. Et là, tout le monde était juste content, en fait. Exactement. Et là, je me suis pris une claque. Je me suis dit, mais c'est vrai, c'est ça le sport. C'est pas que la compète, que la victoire, que la médaille, même si quand même on est là. Mais il y a aussi tout ça qui est autour. Et vraiment, je me posais la question si j'allais continuer après Paris parce que l'Olympiade d'avant a été très dure. Et en fait, ça m'a redonné un coup de booster en me disant mais c'est ça que j'aime dans la compétition, c'est le défi, c'est aussi pouvoir le partager, faire vibrer des gens, autant dans l'échec que en fait procurer des émotions. C'est ça. Et ils étaient dans l'émotion. C'est exactement ça. Et je me dis moi aussi je vis des émotions fortes et donc banco, tu repars pour une Olympiade. J'ai pas l'impression d'être allée au bout là. Je touche quelque chose du doigt, il me manque du doigt. C'est hyper. Déjà, c'est très beau ce que tu dis. Merci. mais c'est aussi vrai parce que en fait, le sport c'est juste un immense vecteur d'émotion. Et il suffit de voir Paris. C'était encore il y a moins d'1 an et on n'a pas eu je sais pas si on a atteint le quota qu'avait fixé le président par exemple. Mais en termes d'émotion pure, ce que le public a vécu. Mais c'était juste incroyable, tu vois. Et pourtant, il y a eu effectivement des échecs, des déceptions. Mais versus tout ce qu'on a vécu, et puis aussi la découverte d'autres sports, d'autres disciplines. En fait, c'est peut-être aussi ça, le sport, quoi. Et c'est peut-être ça qu'il faut... le passage de la flamme... des choses comme ça. J'ai l'impression que la France s'est réveillée et avoir retrouvé un peu l'état d'esprit de 98. J'étais toute petite, totalement. Je m'en souviens. Je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est vrai, on est vraiment, en fait, on peut être un pays de sport et je trouvais que ça se perdait un peu ces dernières années et là ça a comme redonné un souffle. C'était juste tu trouves pas qu'on s'est trop vite rendormi là? Si, on s'est un peu rendormi, mais moi quand même j'ai pas l'impression de me mettre endormi, donc tu vois, j'ai l'impression d'être t'es encore dedans? Ça faisait longtemps, on a recommencé la saison là cette année et j'ai pris énormément de plaisir à prendre des départs et à voir que j'avais progressé sur certains points. Bon, il n'y avait pas les résultats, mais je sens que, voilà, il y a beaucoup plus
j'ai retrouvé un peu cette flamme de la compétition que j'avais perdue un peu l'Olympiade d'avant, quoi. C'est clair. On peut être focus tout le temps sur le résultat, les choses comme ça, la perf, le moindre détail. Là, il y a une flamme, on va dire, supplémentaire qui s'était un peu éteinte, qui a repris vie et je m'éclate tellement comme avant en compète que je me dis, j'ai un truc à aller chercher, quoi. Ouais. Je sais pas si tu as suivi, mais la santé mentale, c'est vraiment un sujet qui va être mis au cœur de la société et même au cœur du sport. Toi, tu vois quoi exactement aujourd'hui pour améliorer tout ce qu'il y a déjà en place? Ou est-ce que déjà, ça te semble déjà pas mal? Tu as le droit de le dire aussi, hein, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que tu vois vraiment beaucoup de choses à améliorer et à quel point peut-être on est aussi en retard par rapport à d'autres pays ou... Moi, on va dire, 2019, j'avais la tête dans le guidon. Ma vie, je voulais qu'elle soit comme ça. C'était carré et tout. Genre, c'était des choix de vie. J'avais pas l'impression de faire de sacrifices ni quoi que ce soit. Donc, j'étais bien. L'environnement dans lequel je m'entraînais, les entraîneurs, le groupe d'entraînement, ma famille. En fait, tout allait bien. Ouais. Je validais les années. Enfin, j'avais mon diplôme. J'avais des sources de revenus. Genre, j'étais vraiment là-dedans. Donc, quand on me disait santé mentale, je fais oui, tu kiffes ta vie, donc c'est bon. Genre pas trop. Oui, c'est dur la compète, c'est dur l'entraînement, t'as des hauts, des bas, c'est pas linéaire. Mais en fait, t'es tellement content de faire ça et tu veux tellement le faire qu'il y a pas de problème. Mmh. Et puis après, en fait, la vie est pas toujours rose. Et mon père est tombé malade et il est décédé juste après en revenant de Tokyo. Et là, c'était super dur. Okay. Parce que, et c'est là où je me suis dit, ok, santé mentale, c'est ça. Ouais, on y vient. Okay. Et donc, ça a été super dur parce que je me suis rendu compte que vraiment le mental avait un impact. Je me dis, mais comment, en fait, c'est pas un détail, c'est pas une émotion, mais j'avais commencé le processus de deuil et je me dis c'est bon, j'arrive enfin à respirer, il n'y a pas de problème. Mais en compétition, j'avais fait un blocage parce que je m'étais construite avec lui et je disais mais en prépa mentale, à un moment je fais mais comment un détail pareil va changer les choses? Et à un moment, j'ai fondu en larmes. Je me suis dit mais en fait, je crois que je suis trop triste maintenant sans lui en compétition et tout. Et il m'a dit c'est bien. Il était content. Je lui ai dit mais pourquoi t'es content quand je dis ça? Il fait ça fait 1 an et demi voilà exactement. Et il fait juste le fait de le verbaliser, tu vas voir, ça va aller. Mais je fais mais pourquoi un détail pareil, juste de le verbaliser, je le savais. Non, ça rentre dans le processus, l'acceptation et tout. Et je me suis dit, alors demain, je vais prendre le départ, c'est bon, je vais gagner, je vais retrouver. Et il fait, non, pas encore, mais ça va revenir. Et en fait, tu te dis, des petits détails comme ça, d'étapes, en fait, rien que sur un deuil, une petite étape comme ça, tu te dis, ça peut pas faire la diff, c'est pas possible. Et en fait, tu vois que si. Et depuis ça, je vois vraiment, par exemple, il y a des choses qui peuvent vraiment miner et ça aura un impact sur ma performance, ou il y a des choses qui vont m'apporter énormément de joie et ça aura un impact sur ma performance. Et jusqu'avant, je le réalisais pas parce que je pense que je séquençais beaucoup et je m'interdisais peut-être des petits moments de plaisir, mais ça me mettait peut-être aussi un peu du stress, où je m'interdisais... quand on me parlait d'un truc, je cloisonnais, mais du coup, j'étais pas ouverte non plus ou réceptive à d'autres informations, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y avait pas juste, en fait, la Manon sportive et en fait, tu laissais totalement de côté... Ouais, exactement, tout à fait. Et là, je pense, les fois où j'ai gagné, c'est quand j'étais pleinement moi. C'est que aussi j'acceptais ces émotions, les émotions de stress. J'ai accepté les énergies négatives qui venaient... vers moi, mais que je disais ok, elle est là, c'est une énergie négative, elle peut avoir de l'impact sur moi, mais bon, je décide de la mettre là. Et énergie positive, ok, je la prends. Et je pense que la prépa mentale m'a beaucoup appris là-dessus et sur la santé mentale, et le pouvoir en fait du mental là-dedans. Et j'ai toujours entendu dire, d'ailleurs je pense que c'est mon père la première fois qui m'a dit mais
le mental, c'est plus de 50% de la perf. J'étais, ah bah ouais, genre si t'as envie d'y aller. Ouais. Et en fait, tu te rends compte, non, pas que si t'as envie d'y aller. C'est vraiment comment tu gères toutes tes émotions et quel équilibre tu vas avoir dans ta vie. Et ce qui a été très dur pour moi après Tokyo, c'est que j'avais eu l'impression d'avoir sacrifié et c'est la première fois que j'employais vraiment le mot sacrifice, des moments en fait importants. Ouais. D'heures de vie ou de jours de vie en fait avec mon père et je me suis dit mais j'ai loupé 3 semaines pour aller faire les jeux alors qu'en fait j'aurais préféré les passer avec lui quoi. Et ça a été assez dur et même par moments je me rends un peu compte que c'est dur de sacrifier des moments en famille parce que maintenant c'est plus des choix, c'est des sacrifices pour aller faire un stage de kayak ou des choses comme ça. Donc j'ai dû vraiment jongler et retrouver un certain équilibre là-dessus. Je pense que la santé mentale c'est ça, c'est un équilibre entre nos objectifs, nos rêves et aussi nos ambitions et ce qui nous tient à cœur et les contraintes en fait, contraintes et envie. Voilà. Tu trouves que c'est super que tu en parles et est-ce que tu trouves que les sportifs en ont assez conscience? Parce que moi, je me dis, ok, il y a des voix qui s'élèvent un peu, ok, on apprend que tel ou tel sportif voit des prépas mentaux, des psys, etc. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment un vent qui s'élève et du coup, qui fait que tout va se transformer, tu vois. Je sais que physiquement, maintenant, aujourd'hui, tous les sportifs sont accompagnés, équipés. Et pourquoi mentalement, justement, pour l'instant, on n'y arrive pas encore, quoi? Je suis d'accord. En fait, moi, je trouve quand même qu'il y en a de plus en plus qui parlent, qui disent nous, on va avoir des prépas mentaux. C'est vraiment, enfin, ça, plus en plus, ça se démocratise. Mais je trouve que, en tout cas pour la fédé de kayak, c'est tabou presque encore pour certains. J'y ai cru parce qu'à un moment, il y avait quand on va en stage, il y a le kiné qui vient, il y a le préparateur physique, et à un moment, on a eu un préparateur mental kiné. Et c'est un peu comme ça que je me suis lancée dedans, en fait. Donc, mais c'est arrivé, 2019. Ouais. Donc, dans ma carrière sportive, c'est presque plus de la moitié, quoi. Ouais. Enfin, c'est la moitié. Et jusqu'avant, j'en avais pas forcément besoin. Après, nous, on a dans le suivi réglementaire qu'on doit avoir, médical, on a un rendez-vous diète, un rendez-vous psy et un rendez-vous médecin où on fait tout le check-up. Annuel. Et à chaque fois, chaque année. Okay. Ouais. Et ça, c'est pour valider ta mise en liste. Donc, en fait, on le fait. Et à chaque fois, j'allais voir le psy, je lui dis ouais, ça va. Mais j'avais pas forcément envie de lui parler, de créer du lien, de vraiment avancer là-dessus. Et je pense que ça vient aussi de l'éducation sportive qu'on a et les entraîneurs aujourd'hui. Ouais. Enfin, moi, la première fois qu'on en parlait aux entraîneurs, ok, mais non, mais nous aussi, on va avoir un peu la main sur comment on a peur qu'ils te détraquent le cerveau, ou qu'ils soient contre nous et qu'on pourra plus un peu te modeler. Et en fait, je pense que j'ai grandi et je leur ai dit, mais en fait, vous ne devez pas modeler, vous êtes un outil, vous m'accompagnez, on co-construit la performance. Et j'ai envie que en fait, le préparateur mental soit en fait, dans ce cercle-là. Et après, on a fait de la prépa mentale aussi avec les entraîneurs. Nous, quand on est à 2 ou à 4 dans le bateau, avec des égos de compétitrices, par moment, donc on s'est retrouvés à en faire et à intégrer l'entraîneur. Et ils se sont dit, en fait, c'est intéressant. Mais on peut le faire aussi, ce rôle de médiateur. On leur dit, non, parce que vous avez quand même un parti pris. Lui, il est vraiment extérieur. Puis ils sont pas formés. Exactement. Et ils sont pas formés. Et surtout, moi, je pense, et ça, c'est encore l'étape d'après, je comprends pas pourquoi il y a aussi peu d'entraîneurs qui ont pas de préparateur mental. Ouais. Ok, les athlètes, on est subis à du stress, à de l'accompagnement, c'est nous qui prenons le départ. Mais les entraîneurs, ils sont méga stress aussi. Eux, ils font toute la prog, ils nous accompagnent, ils essaient vraiment d'ajuster l'entraînement en fonction de nous. Et en fait, c'est énormément de stress aussi parce qu'ils nous gèrent, gérer l'humain, des compétiteurs, la cata. Donc, et eux, je comprends pas qu'ils se soient pas aussi, en fait, dans les mœurs, parce que là, on parle des athlètes, mais moi, j'ai vu
il y a beaucoup d'entraîneurs, après les Jeux, ils étaient dépressifs. Ah ouais. Donc, et ils partent en burn-out. Et j'en connais au moins 3 donc, qui m'ont accompagnée. Enfin, C'est et vrai je me que... dis, mais il n'y a pas d'accompagnement Non. là-dessus non plus. Et je pense que ça vient aussi de la culture française, culture du sport français. Et je pense les fédés qui arriveront à mettre, bon, c'est de l'argent aussi, mais à trouver un budget pour l'accompagnement des sportifs et des entraîneurs et du staff, et ben en fait, ça sera que du bénéf. C'est clair, mais tu disais c'est de l'argent, mais en fait, pour moi, il faut le voir investissement, en fait. Ah bah oui. Parce que dans quelques années, tu seras forcément récompensé par ça. Tu auras des athlètes et aussi des entraîneurs, enfin bref, toute une sphère qui sera beaucoup plus équilibrée, en fait, mentalement. Et tu le disais toi-même, plus tu es équilibré émotionnellement, et forcément, tu es meilleur dans ton sport, quoi. C'est hyper intéressant que tu parlais des coachs. Je regardais la dernière fois les oubliés, un article de plusieurs entraîneurs de foot qui en fait vivaient des divorces. Et en fait, il y avait cette question aussi mentale, c'était que en fait, c'est des mecs, il y a aussi des meufs de plus en plus, mais qui sont dédiés uniquement à ça. Et en fait, c'est un nombre d'heures dans la journée qui est faramineux. Donc forcément, c'est des familles et un entourage proche qui Sans les heures, nous, on part énormément. On a un sport extérieur, donc on part énormément en stage. Et pour dire, je pense que j'ai plus dormi avec ma coéquipière qu'avec mon chéri dans l'année. Et donc, eux, c'est pareil, ils nous accompagnent sur les stages. Et là, on a un entraîneur, cette année, il a arrêté. Et les compétitions, elles sont toujours les Coupes du Monde en mai, donc c'est sûr. Et sa fille est née en mai. Il nous a dit... je pense que c'est la première fois, c'est l'une des rares fois où je vais fêter l'anniversaire de ma fille cette année. Donc, on se dit, c'est vrai. Ouais. Donc, je pense qu'il faut aussi de l'accompagnement. Parce que s'ils sont mentalement, ils sont frais et disponibles et ils sont bien, ils sont alignés avec eux-mêmes, ils seront plus aptes aussi à nous aider à nous aligner, quoi. Totalement. C'est cool parce que on a beaucoup parlé de la place du kayak dans ta vie. Mais on a aussi un peu, et c'est aussi ça qui m'intéresse, de parler de la place de ta vie à côté du kayak aussi. Et tu parlais de ton chéri. À quel point tu arrives à faire coïncider ces deux mondes entre ta vie perso, ta vie pro? Est-ce que c'est facile? Il vient du kayak, alors ça va. Ah, il est du kayak? Alors c'est encore mieux? Ouais, ça va. Et cette année, je vais demander à ce que ce soit lui qui m'entraîne. D'accord, ok. Donc, ça allait. On a fait un crash test, c'est-à-dire qu'on a essayé de monter une cuisine et de bricoler ensemble. On s'est dit, si on s'engueule pas sur le montage de la cuisine... C'est ça. C'est un peu l'étape Ikea. Exactement. Si on en fait, et franchement, on s'est marré. On a appris par les erreurs, certes, mais on s'est bien marré. Trop bien. Et du coup, on s'est dit, vas-y, banco. En plus, on a quand même un suivi avec tout ce qui est entraîneurs nationaux, ceux qui sont sur Paris. Mais moi, j'avais vraiment à cœur de revenir sur Toulouse, de choses comme ça, parce que l'Olympiade d'avant, c'était plus sur Paris en stage. Et donc, cette année, je pense, je le fais par année, cet équilibre. C'est-à-dire qu'en début d'Olympiade, ça sera plutôt la famille et mes besoins personnels de coupe de vie en priorité. Okay. Et au fur et à mesure de l'Olympiade, en fait, exactement. Et je vais inverser la tendance. Okay. Et je pense que ça va être plus facile parce que si 4 ans avant, tu commences à être hyper strict, on va dire, dans tout ce que tu fais et vraiment mettre ta vie de famille, on va dire, entre parenthèses, je pense que ça, sur la dernière ligne droite, ça va être compliqué. C'est là où tu peux faire des burn-out. Et là, au contraire, je veux presque titiller un peu ce côté de frustration de pas tout optimiser, on va dire, mais progressivement, enfin, dans ton année. Et pareil, l'année, je la mets un peu sur le même schéma que l'Olympiade. C'est-à-dire que nous, on commence réellement la saison en avril jusqu'à fin août, début septembre. Donc, donc septembre-octobre, là, c'est vraiment full plaisir. Et puis après, voilà, progressivement, je vais reprendre les étirements, je vais remettre un peu de prépa mentale, et puis comme ça pour monter vraiment sur crescendo et avoir de la fraîcheur psychologique. Parce que sinon, je crois que c'est ça, en fait, tu t'enchaînes à fond. Et est-ce que,
Bah, là, tu arrives à trouver ton équilibre et c'est super. Est-ce qu'il y a eu des moments où justement, en fait, lui ou toi, vous vous avez dit, en fait, là, ça va être un peu compliqué. Est-ce que le kayak prend pas trop de place non plus? Il y a eu des moments un peu de friction? Pas encore. Ok, Pas encore parce que je pense que comme on partage la même passion et que ça va. lui, voilà, il m'entraîne, il vient sur l'eau et que on est passionné aussi par beaucoup d'autres choses à côté. En fait, on arrive à switcher et à y revenir. Et quand on n'est pas à l'entraînement, on n'en parle pas tant que ça. Ok, Et puis après, il vient aussi d'une famille de kayakistes. Donc, ok, donc ça il y va. a beaucoup, je pense, on s'est tous les deux un peu construits à travers le kayak. On a beaucoup de potes qui sont dans le kayak. Et puis, on n'en est pas encore arrivé à se dire là. Moi, la seule fois où je me suis dit, c'est plus pour. Je me suis dit, bah là, le kayak prend trop de place pour des moments en famille, quoi. Ouais, Je pars trop souvent. Oui, si, quand même, l'an dernier, on a enchaîné les stages et je me suis dit, là, je fais. ouais. Mais je pense comme c'était l'année des Jeux, C'était ça m'a pas particulier, peut-être aussi. dérangé. Et puis, en fait, là, de septembre à février, on n'est pas parti en stage, je suis restée Oui, chez moi. t'as Et rattrapé genre le là, temps. on s'est dit, ah, ça fait du bien. En fait, comme c'est pas toutes les années aussi strict, je pense que comme on arrive à lycée et que, tu vois, cette année, si, bah, le mieux pour rentrer des championnats d'Europe, c'était peut-être de rentrer directement sur Paris parce qu'on enchaînait avec un stage. Mm. Bah, il y avait l'anniversaire de mes neveux, j'ai préféré rentrer à T'as Toulouse profité. pour 24 heures et remonter. C'est cool. Alors c'est- qu'en termes d'heures de voyage, de choses comme ça, c'est pas terrible. Mais ça m'a tellement amené d'énergie Ouais. de voir les petits loups, de se déguiser, de. Mais ça recharge, hein, c'est Exactement. clair. C'est clair. Et en fait, c'est arrivé. C'est là où on parle vachement d'équilibre et que c'est hyper important. C'est que, bah, ok, optimiser le voyage pour être pas fatigué, c'est là, mais la famille, c'est là. Ouais. Donc en fait, l'un dans l'autre, bah, c'était moins fatigant d'aller à Toulouse que de se dire. Moi, j'ai loupé l'anniversaire de mon neveu. Bon, il a 2 ans, il va pas s'en Oui, souvenir, mais c'est bon, vraiment pour moi. C'est clair, c'est pour toi et pour les proches aussi. Ouais, C'est forcément exactement. Donc, je des moments pense, qui sont importants. j'ai appris, enfin, il y a que l'année après, enfin, c'est vraiment après le décès de mon père où ça a été presque un déclic là-dessus en disant, mais vas-y, faut vraiment que tu équilibres ça. Ouais. Et je pense depuis, je fais hyper attention et je pense mon chéri le voit aussi. Ouais, donc, c'est clair. En parlant de famille, il y avait un sujet que j'ai abordé avec Aline Chamereau, beach volley, sur un dernier épisode. C'était la parentalité, la maternité. Est-ce que c'est un sujet, vous, entre sportives, dont vous parlez est-ce que c'est encore un peu tabou, on met ça sous le tapis toi, comment tu te situes par rapport à ce sujet-là? Pour Tokyo, on avait une coéquipière. On a préparé, entre Rio et Tokyo, on a préparé un kayak 4 places qui est vraiment monté en puissance. On fait 5 sur les championnats du monde avant les Jeux. Vraiment. Et puis elle se disait, mais c'est ma dernière Olympiade. Après, en fait, justement, elle disait, j'ai un peu trop tiré sur la corde par rapport à mon conjoint. On veut faire des enfants. C'est maintenant. Et puis là, Covid. Ok. Et là, elle s'est dit, bah, j'arrête. Ah En ouais. fait, ça devient trop dur. Je peux pas repartir pour 1 an. Et je veux faire des enfants. Ça devient trop. C'est soit mon couple, soit le haut niveau. Je choisis mon couple. Et maintenant, elle est vraiment. Enfin, elle a toujours été alignée avec cette idée. Et il n'y a pas de problème. Et donc, je pense chez les kayaks en France, les kayakistes féminines en France, c'est compliqué. Il n'y a rien qui est fait pour. En tout cas, vu le nombre de fois où on part en stage. Faudrait emmener ses enfants et une personne pour les garder. Et ça, c'est pas du tout dans les mœurs. Par contre, on en parle avec Clarisse Agaminou. On est allé au bataillon de Joinville, on a fait un stage ensemble. Et genre, elle était ah non, mais nous, on a fait ça, j'ai réussi à amener. Mais je pense que c'est des athlètes comme elle, où là, il y a Élodie Clouvel qui vient d'être maman, il y a Manon Apiti-Brunet, voilà, des filles qui, en plus, ont marqué les Jeux de Paris et derrière, en fait, disent bah non, regardez, on peut changer et faut faire évoluer les choses. Je pense en France, on est en retard là-dessus. Ouais. Parce que nous, combien de fois on allait en stage en Australie ou en Guadeloupe, enfin, et on voyait ou à Séville, et en fait, il y avait la grand-mère qui était là, qui gardait les enfants, et puis toute la famille était là, et il n'y avait pas de problème, quoi. Ouais. Et sauf que nous, en France, c'est pas possible. Ouais, tu parlais d'éducation sportive, en fait. On n'en a pas là-dessus. C'est clair que tu sens qu'il y a encore plein de trucs à faire là-dedans, et puis c'est même
des sujets qui peuvent du coup freiner d'autres sportifs en Ouais. fait, et c'est même les frustrer. Bah là, en fait, ça clairement, on va dire qu'elle a pris sa retraite plus tôt que prévu, quoi. Ouais, Et moi, je pense 31 ans pour se poser la question. J'aime bien séquencer et c'est un peu aussi pour ça que je suis pas kiné. C'est que quand j'ai eu mon diplôme, j'ai voulu bosser et je me suis dit mais en fait le haut niveau, genre je suis trop focus là-dessus ouais, et je ferai une bonne kiné plus tard. ouais. Et donc je le mets entre parenthèses et ça sera pour après. Et je pense que je suis un peu comme ça, mais parce que c'est mon caractère et puis là faudrait bouger toute une fédération, je crois. C'est du taf. Ouais, c'est de l'énergie que j'ai soit envie de mettre dans mon haut niveau, Ouais. soit pour mes clair. enfants, quoi. Et pas pour dire, là, je vais bouger les choses. Ouais. Et donc, ça sera pour après. Ouais. Après Los Angeles. Mais justement, la suite. Mais on est d'accord là-dessus ouais. avec mon conjoint, et puis c'est parfait C'est cool. dans le timing. Déjà et d'être tout, aligné ouais. et puis même d'en parler. En fait, il suffit juste des fois d'ouvrir des discussions pour que peut-être que plus tard les choses bougent, les lignes bougent tranquillement, peut-être trop doucement des fois, mais elles finissent par bouger aussi. Bah, franchement, je trouve que ça commence à bouger. Que ce soit rien qu'avec ce qu'on disait sur la préparation mentale, sur l'accompagnement des familles et des femmes dans le haut niveau. Même à l'INSEP, il y a de plus en plus de choses qui sont mises en place là-dessus. Rien que sur l'entraînement basé sur notre cycle menstruel. C'est cool. En fait, ça fait longtemps qu'on sait que les impacts hormonaux sur notre corps et à quel moment on va plus encaisser plutôt de l'aérobie ou plutôt de l'intensité. Et sauf que de l'individualisation, ça n'existait pas. C'était pour tout le monde pareil. Et là, de plus en plus, en fait, j'en entends parler. Je vois que c'est mis en place. Et nous, je sais qu'avec Vanina, on insiste là-dessus et presque on se l'auto-fait avec les entraîneurs qui regardent ça de loin, qui savent qu'on s'est renseigné et que ça peut rentrer là-dedans. Mais ouais, pareil, encore une fois, ils sont pas formés. Je pense que c'est une culture. Ouais, c'est vraiment une culture française qu'il faut un peu bouger. Déconstruire. Ouais, mais on dit souvent les entraîneurs, on aime bien prendre ceux qui ont de l'expérience, mais c'est un peu en ce moment les vieux de la vieille, on va dire, et qui n'ont pas forcément les mêmes mœurs qu'avant. Et du coup, on voit qu'ils ont envie de bouger, mais par moments, ça les perturbe. Rien que François, l'an dernier, quand on allait faire les premières séances de prépa mentale, il était OK, c'est bon. Ah non, mais j'aime bien, mais faut que j'y aille, quoi. Il nous faisait, presque on en rigolait à la fin. Et voilà, je pense que ça peut bouger, c'est en train de bouger. Peut-être pas sur la prochaine Olympiade, mais peut-être celle d'après. Peut-être plus tard. Est-ce que tu as un conseil, par exemple, à donner à une athlète ou un athlète qui est jeune et qui va se lancer dans le haut niveau ? Un seul conseil. Je dirais se faire plaisir, vraiment, et tout donner, y mettre tout son cœur et trouver le bon équilibre. Ouais, c'est clair. La notion de plaisir, c'est... Je trouve la base, en fait, au final, c'est même celle qui te fait rester le plus longtemps dans ton sport. C'est sûr. C'est cool. C'était un super moment, ça m'a fait énormément plaisir de te voir. C'était un peu court, j'ai même envie qu'on enchaîne. Mais c'est parce que je suis bavarde, c'est pour ça. Non, et puis en fait, c'est vrai qu'il y a eu des années, même si je te suis... et je vois un peu ce que tu fais. En fait, il y a trop de questions qui viennent et c'est cool que tu aies réussi à y répondre et tout. En tout cas, j'espère que ça aura éclairé des gens, le grand public et puis même aussi des sportifs. Ou les entraîneurs ou les fédérations. Tout le monde. Pour changer les choses. C'est clair. Mais écoute, merci pour ta sincérité, ton courage aussi, parce que je pense que ça te demande beaucoup de s'ouvrir autant. C'était pas gagné. La prépa mentale, je le redis. Donc, écoute, merci beaucoup. Je te souhaite énormément de force et de courage pour les championnats qui arrivent. Ça commence dès cette semaine. Dès jeudi. Donc voilà, j'espère que vous avez en tout cas kiffé cet épisode. C'était un plaisir pour moi de recevoir Manon. Parlez-en autour de vous, partagez cet épisode. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci Manon, à très vite et puis très belle continuation à toi. Merci.